Je vais vous parler d'une chose assez précise, qui est l'atrophie temporale médiale dans la maladie d'Alzheimer. Et on va essayer d'être le plus pragmatique possible. Je terminerai mon topo par un exercice d'auto-évaluation. Donc, préparez une petite feuille de papier avec des numéros pour que vous puissiez voir si vous y arrivez. Alors, les objectifs de cette présentation, c'est que vous sachiez pourquoi il faut savoir évaluer l'atrophie temporale dans la maladie d'Alzheimer. Que vous connaissiez les signes d'atrophie décrits dans la maladie d'Alzheimer et également dans les troubles cognitifs légers ou Mild Cognitive Impairment, MCI, que vous sachiez comment évaluer l'atrophie temporale médiale dans la maladie d'Alzheimer, et puis on terminera donc par une auto-évaluation. Alors, juste, je vous rappelle les recommandations de la Haute Autorité de Santé qui ont été renouvelées en mars 2008, concernant le diagnostic et la prise en charge de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées, dans lequel il est recommandé de faire une imagerie pour toute suspicion de démence d'apparition récente, cette imagerie étant au mieux une IRM. Donc il est carrément recommandé une IRM, et vous verrez qu'il y a même des détails sur les conditions techniques de la réalisation de cette IRM qu'on verra tout à l'heure. Alors, je vous rappelle juste très rapidement les lésions histologiques de la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer est caractérisée par deux types de lésions histologiques, qui sont les plaques amyloïdes ou plaques séniles ou dépôts amyloïdes, dont la distribution est assez vaste dans le cerveau, mais qui sont quand même centrées sur les régions temporales et temporales médiales. Ça, c'est un stade relativement peu avancé. Ça, c'est un stade très avancé de plaques amyloïdes. Et puis, par une atteinte neurale, les zones de dégénérescence neurofibrillaire qui correspondent en fait à une hyperphosphorylation d'une protéine normalement présente dans les neurones qui sert au transport intraneuronal, la protéine Tau, et ces zones de dégénérescence neurofibrillaire correspondent à une destruction neuronale, et elles prédominent à un stade précoce de la maladie et même tardivement au niveau des structures médiales de l'hippocampe, au niveau des structures médiales temporales, au niveau de l'hippocampe et du cortex entorhinal. Vous voyez ici un stade relativement précoce et un stade plus tardif. Ça prédomine toujours histologiquement sur les structures temporales médiales et sur l'hippocampe. Alors ensuite, la progression des lésions de la maladie est spécifique dans la maladie d'Alzheimer. Elle commence donc toujours au niveau de l'hippocampe et du cortex entorhinal. Ensuite, elle va atteindre les aires associatives polymodales, unimodales et enfin les aires primaires. C'est comme si on détruisait un ordinateur finalement en commençant par la mémoire, puis ensuite on va détruire ce qui est le plus compliqué pour aller progressivement jusqu'à détruire ce qui est le plus simple, c'est-à-dire les aires primaires. Alors, quels sont les signes qui sont décrits dans la littérature? C'est une IRM de maladie d'Alzheimer, donc c'est une atrophie cérébrale, mais surtout tout à fait caractéristique, puisqu'elle va prédominer au niveau du lobe temporal médial et surtout au niveau des structures hippocampiques. Une autre chose qui caractérise également bien la maladie d'Alzheimer, c'est la vitesse d'apparition et de développement de cette atrophie. Sur le plan des anomalies de signal, en particulier en séquencement d'orienté 2, classiquement, il n'y a pas d'anomalie de signal étendue de la substance blanche dans la maladie d'Alzheimer. Voici un exemple d'atrophie hippocampique tout à fait caricaturale. Ici, un sujet témoin. Vous voyez, sujet avec les structures hippocampiques qui ont une taille tout à fait normale. Et ici, un sujet Alzheimer, un stade relativement évolué de la maladie, où vous voyez cette atrophie hippocampique extrêmement importante. Alors, des exemples un peu moins caricaturaux. Ici, vous avez sujet sain jeune, sujet sain âgé. Alors, vous voyez que chez le sujet sain jeune, ici, donc, la position des coupes reprise sur l'atlas du Vernois. Donc c'est une coupe ici qui passe par la partie antérieure des hippocampes, donc au niveau des têtes hippocampiques. Sujet sain jeune, vous voyez que les hippocampes sont tout à fait normaux. Sujet sain âgé, vous voyez qu'il y a une atrophie corticale un petit peu diffuse. Les ventricules sont un peu dilatés. Néanmoins, au niveau des hippocampes, vous voyez que les hippocampes conservent un aspect tout à fait normal. Il n'y a quasiment pas d'atrophie hippocampique. Par contre, chez un sujet Alzheimer, vous voyez, lorsqu'on diagnostique la maladie, déjà cette atrophie importante au niveau de la tête de l'hippocampe, qui est encore plus sévère 3 ans après le début de la maladie.
Ici, c'est les mêmes sujets, mais les coupes passent ici au niveau du corps de l'hippocampe, donc plus en arrière. Ici, le repérage des coupes sur la visualisation 3D dans l'atlas du Vernois. Ici, sujet sain jeune, donc vous voyez très bien l'hippocampe ici enroulé sur cette séquence pondérée en T1 qui a un aspect bien dodu, tout à fait normal. Et la même chose à droite, sujet sain âgé, une atrophie corticale globale, élargissement des sillons, mais vous voyez qu'au niveau des hippocampes, les structures hippocampiques restent normales. Par contre, maladie d'Alzheimer, vous voyez ici une atrophie très importante au niveau du corps des structures hippocampiques qui s'aggrave encore de façon très significative 3 ans plus tard. Alors, ce qui est juste, ça je passe rapidement, mais c'est quand même très intéressant d'avoir ça en tête, c'est les atrophies des structures hippocampiques dans l'hippocampe sont très bien corrélées avec la clinique. Et vous savez que l'hippocampe est une structure qui est corrélée avec les fonctions mnésiques. Et il y a beaucoup d'études qui montrent, ça c'est des études assez anciennes, mais il y en a des récentes qui remontent la même chose, qu'il y a une très bonne corrélation entre les tests mnésiques et les volumes hippocampiques dans la maladie d'Alzheimer. Alors, il y a un autre concept que vous devez connaître, qui est très utilisé par les neurologues, ce qu'on appelle les troubles cognitifs légers ou Mind Cognitive Impairment, MCI. En fait, c'est un concept qui a été décrit en premier par un neurologue anglo-saxon, Peterson, qui est, dans son idée, en fait, un stade de pré-Alzheimer. Ce sont des sujets âgés qui ont le plus souvent, qui ont une plainte mnésique qui est corroborée par l'entourage, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement des gens qui disent « Oh là là, j'ai plus la mémoire que j'avais quand j'avais 20 ans », c'est vraiment des gens qui, ils ont des vrais problèmes mnésiques, et l'entourage dit « Oui, effectivement, il y a des problèmes ». Et avec une altération objective de la mémoire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand on fait des tests neuropsychologiques qui utilisent spécifiquement la mémoire, on observe cette modification mnésique. Par contre, il conserve un fonctionnement cognitif général normal et des activités de la vie quotidienne qui sont tout à fait intactes, qui n'ont pas encore de démence. Et dans toutes les études, on montre que ces patients ont un risque majeur d'évolution vers une maladie d'Alzheimer. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu beaucoup d'études en imagerie également dans ces troubles cognitifs légers, dans le MCI, et qui ont montré que l'existence d'un volume hippocampique faible, comme chez ce sujet qui avait un MCI qui a évolué rapidement vers une maladie d'Alzheimer, et d'un taux d'atrophie hippocampique annuel élevé, était associé à un risque très élevé d'évolution rapide vers une maladie d'Alzheimer. Donc, il semblerait que ce soit un marqueur précoce du diagnostic. Donc, pourquoi évaluer l'atrophie hippocampique dans la maladie d'Alzheimer? Lorsque vous allez faire un compte-rendu, d'abord parce que la Haute Autorité de Santé recommande de le faire. Donc là, je vous mets qu'est-ce qu'on retrouve. Alors évidemment, il y a des tonnes de choses qui ne nous concernent pas, nous, spécialistes d'imagerie médicale, mais il y a des choses très précises qui nous concernent. Donc, vous voyez qu'on met qu'il faut faire une imagerie cérébrale systématique qui est au mieux, qui est une IRM d'ailleurs, et qui est vraiment à défaut, si on veut, éventuellement, on peut faire un scanner, mais on recommande très fortement l'IRM. Et le but de cet examen est de ne pas méconnaître une autre cause. Alors, la tarte à la crème, l'hématome sous-dural, etc. Ça existe sur ceux, les hématomes sous-duraux, ça existe encore, on en fait diagnostic souvent. Mais c'est pas quand il y a vraiment un syndrome amnésique hippocampique, c'est rare qu'on retrouve un hématome sous-dural. Et, vous voyez, et ça c'est récent de 2008, il n'y avait pas ça dans les recommandations de 2002 de la Haute Autorité de Santé, d'objectiver une atrophie associée ou non à des lésions vasculaires. Donc, vous devriez être capable, et les neurologues commencent à être, enfin, ceux qui s'occupent de cette maladie sont de plus en plus au courant de ça, et donc, il faut que vous soyez un peu capable d'évaluer cette atrophie temporale médiale, et en particulier hippocampique. Alors, autre intérêt, ça c'est quelque chose qui est en recherche encore à l'heure actuelle, mais qui peut-être va s'étendre assez rapidement en dehors du domaine de la recherche. C'est, vous voyez, ce papier qui est sorti dans le Lancet. Lancet Neurologie, qui émane d'une équipe internationale menée par Bruno Dubois de la Pitié-Salpêtrière.
et pour lesquels ils ont proposé des nouveaux critères de maladie d'Alzheimer. Jusqu'à maintenant, les critères DSM de maladie d'Alzheimer incluent la démence. Et là, ce qu'ils proposent, c'est de faire le diagnostic de maladie à un stade prédémentiel, ce qui permettrait de traiter, si on a un traitement étiologique, plus tôt la maladie. Et ce qui est important pour nous, c'est que dans ces critères, donc on retrouve l'atteinte de la mémoire épisodique, hein, c'est-à-dire les troubles qu'il y a dans le MCI, qu'on évalue sur des tests neuropsychologiques, associés à un ou plusieurs des critères suivants, atrophie hippocampique, marqueur du liquide céphalorachidien, PET, mutation autosomale, et ce qui nous importe évidemment, c'est ça, c'est-à-dire qu'un sujet, à l'heure actuelle, dans cette définition, qui a une atteinte de la mémoire épisodique, si on lui met en évidence une atrophie hippocampique, il rentre dans ces nouveaux critères, donc en incluant l'imagerie, il rentre dans ces nouveaux critères d'Alzheimer. Alors comment on évalue l'atrophie maintenant? C'est ça qui nous importe. Alors évidemment, on peut utiliser, si on est un peu fortuné et qu'on est à côté de laboratoires de recherche, des systèmes de segmentation automatique des hippocampes qui vont vous donner, ici vous voyez c'est le logiciel Sacha, développé dans l'unité de recherche Cogimage à la Pitié-Salpêtrière par Marie Chupin et la regrettée Lynn Garnereau. Et ici, vous voyez, ce logiciel est capable de segmenter automatiquement l'hippocampe et ici l'amygdale. Et de vous donner après les volumes. Vous voyez ici un sujet sain jeune avec des hippocampes bien musclés, 2,7 cm3 de chaque côté. Sujet sain âgé un petit peu plus petit, mais il reste encore des hippocampes de bonne qualité, 2,6 cm3. Et par contre, des sujets avec maladie d'Alzheimer, à un stade tardif, 1,3 cm3 d'hippocampe de chaque côté, et un stade précoce, 1,7 cm3. Bon, maintenant, en pratique, on ne peut pas encore faire ça n'importe où, hein, ces mesures de volume des hippocampes automatiques. Donc, on est obligé de faire des évaluations qualitatives, des évaluations sur les clichés d'IRM. Alors, déjà, quelle séquence utiliser? Ce que vraiment je vous recommande très fortement, c'est d'utiliser des acquisitions volumiques, n'importe laquelle en fonction de la machine que vous avez, avec le meilleur contraste en T1 possible durant 6-7 minutes, chez des sujets chez lesquels on soupçonne un Alzheimer. Ce n'est pas des sujets déments encore, hein, où ils ont un stade très précoce, la plupart du temps, ils peuvent parfaitement rester immobiles pendant ce type d'acquisition. Ensuite, vous allez reformater des coupes dans un plan perpendiculaire aux hippocampes, ce que vous voyez ici. Alors évidemment, ça c'est un sujet sain jeune, hein, c'est pour une démonstration anatomique, et vous allez regarder l'une après l'autre, ces coupes perpendiculaires aux hippocampes, au niveau de la tête des hippocampes, ici, et au niveau des corps des hippocampes. Alors, il faut une échelle, celle qu'on a adoptée à la Salpêtrière et que je vous suggère et conseille d'adopter parce qu'elle est relativement simple, c'est l'échelle de Schelltens, qui date d'un certain temps, mais qui finalement marche pas mal. Parce qu'une atrophie hippocampique dans la maladie d'Alzheimer, c'est beaucoup plus difficile que, par exemple, une sclérose mésiale dans l'épilepsie. Vous avez des trucs très asymétriques. L'atrophie hippocampique dans la maladie d'Alzheimer, c'est bilatéral et symétrique, donc c'est assez difficile à évaluer. Donc, dans cette échelle, il faut que vous regardiez un à un la fissure choroïdienne et sa largeur, la corne temporale en dehors du corps de l'hippocampe et sa largeur, et la hauteur des formations hippocampiques. Alors, les hippocampes normaux, c'est un grade 0, tout est normal. Donc ici, vous voyez, on ne voit pas la fissure choroïdienne, on ne voit rien en dehors. Des grades 1, il y a déjà un petit élargissement de la fissure choroïdienne. Grade 2, il y a un élargissement important de la fissure choroïdienne et de la corne temporale. Et vous voyez, le grade 4, il y a en plus un début d'aplatissement en hauteur des structures hippocampiques. Ici, c'est les figures princeps tirées de la publication Schelltens, dans laquelle il a décrit son échelle éponyme. Donc 0, 1, petite dilatation des fissures choroïdiennes, 2, dilatation des fissures choroïdiennes et dilatation des cornes temporales en dehors, grade 3, avec une dilatation beaucoup plus importante et un début de diminution de la hauteur des structures hippocampiques, et le grade 4, fissure choroïdienne béante, la corne temporale très dilatée et surtout la diminution en hauteur très importante du corps de l'hippocampe.
Alors, maintenant, vous prenez votre petite feuille de papier. Ça va vous permettre de vous réveiller après dans cette séance post-prandiale. Et on va faire deux choses. Une chose relativement facile, qui est évaluation de la taille des formations hippocampiques. Je vais le rendre d'autant plus, mettons, facile à faire qu'on va reprendre en fait les mêmes images que celles de l'échelle de Sheltens. Et on va donc on prend ces images-là que je vais zoomer ou tourner dans des sens un peu différents et vous allez grader à chaque fois 0, 1, 2, 3, 4. Vous ne cherchez pas à grader le droit, le gauche. Vous remarquerez d'ailleurs au passage que sur ces figures proposées par Sheltens ici, dans le grade 3, en fait le grade 3 il est surtout grade 3 un petit peu à droite et à gauche finalement il ne va pas si mal. Et le grade 2, il est grade 2 à droite et à gauche, d'ailleurs c'est un peu plus important. Par contre le grade 4, il est vraiment très très mal. Donc on y va, hop, dossier 1. Vous notez, c'est pour vous, hein. Je ramasse pas les copies après, hein. C'est pas encore mock maintenance of certification, là, comme aux États-Unis, où les mecs sont vidés s'ils n'arrivent pas à toc. Alors, dossier 2. C'est bon? Dossier 3. Il y en a qui ne se posent pas de problème. Il y en a d'autres qui sont plus casse-pieds, hein, quand même. Attention, dossier 4. J'ai dit que vous faites global. Et vous aviez eu droit aux figures avant, hein, où il n'y avait qu'un seul note. Christine, tu peux le faire. Hein, Attention, dossier 5. C'est plus rigolo si vous notez, hein, parce que sinon après... Dossier 6. Quoi? Tu sais, là? Il y en a que 10, hein. Et il y en a que vous, par définition, il y en a que vous les avez eu 2 fois. Hein. Vous allez pouvoir voir votre reproductibilité. 8, hein. 9. Et le dernier. OK. On va corriger, donc, maintenant. Alors, le dossier 1, vous avez dit quoi? Bravo. Le dossier 2. Le dossier 2, bravo. Vous êtes vachement fort, en fait. Alors. Vous pouvez sortir 0, bravo. Le dossier 4. 2, 3, 2, 3. Qui est pour 2? Qui est pour 3? Ah oui, c'est égalité, hein. C'est 2. Alors, le dossier 5. Ouais, bravo. Le dossier 6. Voilà, celui-là, il n'est pas ambigu. Le dossier 7. Bravo. Le dossier 8. Ah, il y a encore quelques 2 qui... Non mais bon, en fait, il est un peu pervers parce qu'à mon avis, là, c'est largement du 3, effectivement, mais de l'autre côté, 2, 3, si on veut, mais bon. Le 9. Bravo. Et le 10. Bravo. Vous êtes très fort, donc maintenant vous allez... Alors, maintenant, on va faire plus difficile. Encore plus difficile. Donc maintenant, vous allez faire le diagnostic de maladie d'Alzheimer en IRM. Donc il y a Monsieur Dupont qui vient à votre IRM, et puis à la sortie, vous lui dites vous avez un Alzheimer, vous n'avez pas... Voilà. Bon, enfin, c'est pas conseillé, hein. Vous dites, ah peut-être, vous avez une maladie de la mémoire, vous savez, les hippocampes, et puis ensuite, il va regarder sur Internet, il va voir hippocampe, mémoire, paf, il va voir Alzheimer. Donc bon. Alors, dossier 1, là vous notez, alors vous évaluez les hippocampes, et puis après, vous dites si c'est... alors, attention, c'est très pervers,
Eh bien, je vois qu'il y en a qui ciblent exactement. Vous n'avez pas le droit à l'âge. Excellent, docteur Cohen. Vous n'aurez pas l'âge. Donc, pour compliquer les choses, c'était un des messages. Et en plus, vous avez là-dedans des sujets Alzheimer, des sujets âgés sains et des troubles cognitifs légers, c'est-à-dire des MCI. Donc le 1, allez-y. C'est bon? Le 2. Alors vous devez classer Alzheimer, sujet âgé sain et troubles cognitifs légers. Donc, je recommence. C'est fait exprès pour que ce soit difficile. Hein. Le 1, donc le 1, vous le classez sujet âgé sain, Alzheimer ou troubles cognitifs légers. Le 1, le 2, ok. Le 3, oui, mais je suis d'accord, c'est très atrophique, on va dire Alzheimer, voilà, si entre les deux, voilà. Le 4, alors celui-là, il fait souvent consensus, hein. Un peu fatigué, hein. Le 5. Alors, ce qu'il faut vraiment regarder, hein, c'est de près les hippocampes, les fissures choroïdiennes, machin. Le 6. Sept. Huit. Ça devient dur, hein, c'est affreux. Hein, c'est un sentiment d'ambiguïté horrible. 9. Et le 10. Alors maintenant, vous allez avoir droit aux solutions. Donc le 1, alors, vous votez pour quoi? Qui est pour Alzheimer? Qui est pour MCI, enfin trouble cognitif? Ah ouais, pas mal. Et qui est pour? Eh bien, c'est un Alzheimer. Mais oui, mais bon, c'est vrai qu'enfin, il n'est pas très atrophique. Et effectivement, le vrai piège là-dedans, c'est qu'il aurait fallu avoir l'âge. Hein. C'est une femme de 66 ans, donc elle a quand même déjà les hippocampes qui sont au moins en grade 2 de Sheltens, là, voire grade 2, 3. Mais elle n'a quand même pas une atrophie monstrueuse. Le 2. Voilà. C'est bien. Le 3. MCI. Bravo. MCI. Alors celui-là. Voilà. Super fort. Hein. Plus besoin de neurologue et tout. Là. Super. Le 5. Alors le 5. MCI. Très bien. Mais alors MCI, ça veut dire converteur. C'est-à-dire que c'est un MCI. Un MCI, un trouble cognitif léger, qui a évolué rapidement vers une maladie d'Alzheimer. Donc en fait, c'était déjà un peu un Alzheimer dès le départ. Le 6, paf, bravo, Alzheimer. Le 7, léger, eh ben il est sain. Mais non, mais ça c'est franchement possible. Hein. À 78 ans, on peut avoir des hippocampes un peu sans... Bon, et peut-être d'ailleurs, il fera un Alzheimer plus tard, mais pour l'instant, bon... Alors, celui-là, 8. Ça, celui-là, c'est un Alzheimer, mais franchement, il pourrait quand même avoir les hippocampes un peu plus petits. Le 9, sain, mais c'est du sain qu'on aimerait mieux être un peu plus sain. Et le 10, alors le 10, c'est pour vous achever pour la fin. C'est un Alzheimer, 70 ans. C'est quoi la moralité de tout ça? C'est que vous avez vu que vous êtes tout à fait capable, à condition d'avoir l'échelle de Sheltens à côté de vous et de garder ces images et de vous entraîner un tout petit peu, d'évaluer l'atrophie hippocampique de manière relativement reproductive. Je pense qu'on a quand même des progrès un peu à faire sur les gammes en fonction de l'âge, effectivement. Je pense qu'il faut se faire des échelles en fonction de l'âge. Par contre, pour faire le diagnostic de maladie,
il faut quand même rester très très prudent. La clinique, les tests neuropsychologiques et les autres marqueurs restent tout à fait fondamentaux. Et donc, si vous faites un examen dans ce cadre-là, surtout n'allez pas vous évaluer l'atrophie. Et puis voilà. Et après, le neurologue, il en fait ce qu'il a en fonction du reste. Alors, je vous montre juste un petit truc quand même qui est en train de venir. Et ça, c'est nos amis de la médecine nucléaire qui vont bientôt faire partie de notre... enfin, peut-être. Voilà. Donc, c'est un produit extrêmement intéressant qui s'appelle le Pittsburgh Compound B. Pour l'instant, c'est un produit qui ne fonctionne qu'en PET. Et en PET en plus en synthèse au carbone 11, donc avec une demi-vie extrêmement courte, donc c'est que vraiment dans les centres de recherche. Mais l'intérêt de ce truc-là, c'est que ça fixe, vous voyez, sujet contrôle, il fixe rien. Alors quand c'est rouge, c'est que ça fixe. Et sujet Alzheimer qui fixe énormément, on voit les lésions histologiques. Donc là, et par exemple, alors chez les sujets Alzheimer, ils fixent tous. Les sujets MCI, ils vont fixer en gros dans 60% des cas, et il semblerait que ceux qui fixent sont ceux qui vont évoluer vers l'Alzheimer, alors que les autres ne vont pas fixer. Donc on fait le diagnostic vraiment à un stade très très précoce. Et les sujets âgés sains, alors c'est là où ça devient affreux, il y en a 30% qui fixent. Et les premières études prospectives semblent montrer que ceux qui fixent, ils vont faire l'Alzheimer un jour ou l'autre. Donc peut-être qu'un jour, les assurances vont demander de faire un PIB pour savoir si vous ferez un Alzheimer un jour ou l'autre. Alors, pour l'instant, c'est un produit C11, mais les produits 18F, Fluor 18, sortent. Et donc ceux-là, on pourra les faire quasiment dans n'importe quel centre où il y a un PET, puisque le Fluor 18, c'est quand même le PET scan. Il y a un centre qui fabrique et c'est distribué partout. Voilà, je vous remercie pour votre attention.